Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette deuxième saison de Tour Zéro. Euh, bonjour Croissant. Hello. Euh, Cet épisode, qui est le premier de la saison Outsiders, va être un épisode tranquille. La semaine dernière, on n'a pas enregistré parce que on a profité justement d'Outsiders pour se poser un petit peu, préparer la nouvelle DA, ce genre de choses. Mais du coup, on a joué aux cartes. On a passé 2 semaines à doser Outsiders. Et du coup, on va profiter de cet épisode pour vous raconter ce qu'on en a pensé, quelles cartes il faut absolument acheter avant qu'elles valent 50 euros. Merde, elles Ou valent qui déjà valent déjà 50 euros. 50 €. Qu'est-ce qu'on a pensé du C'est fou. limité? Parce que bah moi, spoiler, je kiffe ce limité. Et puis ensuite, nous aurons un petit upgrade de deck, comme je fais depuis ces dernières semaines. Un point règle de la part Oui, le de retour notre, des points règles. de notre arbitre ici présent. Et bah, du coup, mon cher Croissant, comment ça va? Et comment s'est passée ta semaine? Enfin, tes semaines, du coup. Raconte-nous. Bah écoute, très bien. Comme je l'ai déjà dit, je crois, dans le dernier épisode, vu que je fais d'autres choses, j'ai moins le temps de taffer. Pardon, le lapsus. Je taffe, Ça, du le coup, j'ai truc. moins le temps de jouer. Non, c'est parce que j'aime bien mon taf, du coup, c'est un jeu. Non, bref. Ouais, j'ai moins le temps de jouer, donc je fais un peu moins de tournois que pendant une période. J'ai quand même pu faire 2 avant-premières. Le week-end, bah, du coup, il y a 2 week-ends au moment de la sortie de cette Ouais. vidéo, si je compte bien, je crois. Ouais, bref. Ouais, un truc comme ça, je crois. J'ai ouvert plein de légendaires. C'était trop bien. Il y a des gens qui ont dû suivre un peu sur Discord ou même sur place. Donc trop cool. J'ai joué une fois, j'ai commencé par jouer Azalea. J'ai dit, pas ouf. J'ai perdu et après j'ai fait 2-2 sur le reste de la paix avec Arachni, Mhm. que j'ai trouvé très sympa à jouer, genre très fluide et tout dans le gameplay. Très. Enfin, avec pas mal de possibilités selon le nombre de cartes que tu avais en main et tout. Genre vraiment, vraiment des trucs sympas à faire et des tours qui étaient vraiment fluides. Et le lendemain, du coup, j'ai fait 5-0 avec une pile avec Usuri, où j'ai fatigue des gens. Aïe, aïe, aïe. Enfin, en vrai, il y a un match que j'ai vraiment fatigué. Genre, le premier match, je joue contre un monsieur qui s'appelle Lugmi, que les gens dans la commu connaissent, parce que c'est un grand arbitre. Surtout les gens de la commune parisienne. Et il me dit soit je joue Benji, soit je joue Riptide. Et je fais joue Riptide, s'il te plaît. Parce que moi j'ai un pool. Bah, j'ai ouvert de légendaire, mais pour la jouabilité, c'est caca. Mhm. Donc je vais jouer Zuri Fatigue. Voilà, je vais jouer une pile de cartes. Et, Et il t'a écouté, du et coup? non, il a lancé OD, il est tombé sur Benji. Et j'ai fait merde. Et ben en fait, j'ai fini à 11 et lui à 0. Du coup, Aïe, aïe, aïe. Mais attends, voilà. comment t'as fait pour pas prendre de dégâts sur Bungie? Non, mais j'en ai pris un peu, mais genre j'avais des brush-off et tout. Et puis après, bah, genre juste j'ai attaqué. Quel enfer. Voilà. Puis des fois, il jouait des cartes rouges aussi, tu vois. Puis il avait pas Ah beaucoup de ouais, zéro pas cost mal. bleu, donc il jouait pas beaucoup avec les Kodashi. Enfin, c'était un peu. Ok, ok. Voilà, c'était pas Hmm, insane. hmm. Ensuite, je suis même pas sûr si j'ai dû faire un blitz dans la semaine. Bah non, je crois même pas, parce qu'il y avait les grèves, et puis j'avais envie de jouer des decks Ouais, qui étaient pas je encore crois, je crois, sortis. je crois que t'as dit un truc du genre j'aimerais bien jouer au jeu, mais j'ai envie de jouer avec des cartes qui sont pas sorties, donc ce sera pour la semaine Voilà. prochaine, so long. Je crois que c'était un truc comme ça, ouais. Ah ouais, je m'en souviens. Et du coup, le week-end dernier, donc il y a 2 jours là, au moment d'enregistrer, j'ai eu la possibilité d'aller faire un petit scellé à Uchronize, qui s'est suivi d'une draft. On était 8, c'était très sympa. À l'occasion de laquelle j'ai encore ouvert une légendaire. Ah Voilà. oui. Rassurez-vous, j'ai ouvert un display après, il n'y avait rien dedans. Enfin, il n'y avait rien, j'ai menti, il y avait un Premeditate Rainbow Foil, mais il y avait pas de légendaire, quoi. Et donc il y avait rien d'autre, quoi. Voilà. Mais c'était très cool. J'ai rejoué Usuri, j'ai fait 2-1 sur le scellé. Et après en draft, j'ai joué Arachni. On était 2 à la table à jouer Assassin. Du coup, bah, j'avais un pool qui était pas trop mauvais du tout, parce qu'en plus, on était assez loin dans la table. Du coup, c'était vraiment chill. J'ai trouvé que les signaux étaient un peu bizarres. Alors après, enfin, c'était la première draft que je faisais et pour Ouais. beaucoup aussi. Il y avait pas forcément des gens qui ont beaucoup d'expérience, moi y compris, sur le draft à Flesh and Blood. Donc c'était pas forcément le truc le plus évident. Après, tu Mais sais,
Genre, on a fait un draft hier soir, j'ai beau être considéré comme un joueur qui a un petit peu d'expérience en limité, j'ai envoyé des signaux à la con et j'ai absolument pas écouté les signaux, donc Donc toi, t'es finalement, un animal. qu'est-ce que c'est avoir des bons joueurs à la table? Non, mais c'était plus dans le sens où faudra que je teste plus et que je vois. Mais ça va peut-être être ma petite réserve sur le set. En même temps, je trouve que c'est plus simple de rester flexible, dans une certaine mesure évidemment. Ce qui du coup, bah, en fait, est très, très cool aussi. Je me suis retrouvé avec un pack où j'avais genre 25 cartes qui bloquaient à 3, je crois, genre 15 attaques à XTL, enfin, Mmh. j'étais Gucci, et du Bah coup j'ai fait 3-0. Donc j'étais très content. bah, tu vois, il y a un truc en vrai, j'y réfléchis et genre on en parlait, hier soir avec Knight, quand on marchait et en fait, je me suis rendu compte que, contrairement au format de limité, qu'étaient, ceux que j'ai le sur lesquels j'ai plus joué, qui étaient Aria et Uprising. C'est un format qui, par la grande quantité de génériques, par le fait que chaque classe ait deux héros et tout, ne Mhm. provoque pas ce sentiment de frustration que tu pourrais avoir à avoir un pool qui est pas de la bonne couleur, ou t'as pas les bonnes cartes clés, ou genre t'as pas ouvert genre tel exemplaire de la commune qu'il te faut pour que ton deck Mhm. marche. Et qui fait que du coup, en draft, je trouve que le format est beaucoup plus intéressant pour les joueurs novices et les joueurs qui manqueraient Mhm. d'expérience limitée. Parce que Ouais. Aria, je trouvais que le format était super dur. Parce qu'il fallait Mhm. vraiment connaître les trucs avant de commencer à piquer des cartes. Là, Mhm. si tu suis la règle reste open le plus longtemps possible, en fait, au bout d'un moment, il te suffira, quand tu peux plus prendre de générique, de regarder de quelle classe il reste tes rouges, et t'as une idée à peu près de ce que tu peux prendre dans ton booster. Ouais, ouais, Du ouais. coup, pour les joueurs novices et tout, je trouve que c'est un format qui est beaucoup plus facile à prendre en main et genre, qui à mon avis sera moins frustrant qu'aurait pu l'être Mhm. Uprising, par exemple. Bah, d'ailleurs, on reviendra dessus puisque ce sera un peu une partie du topic de l'épisode cette semaine. Mhm. Mais ce dont tu as parlé par rapport aux couleurs et tout ça, je trouve ça assez intéressant et j'ai des trucs à dire là-dessus et je pense qu'ils ont fait un bon travail là-dessus par rapport à Uprising notamment. Mhm. J'en profite puisque je m'entends, je m'excuse pour tous les auditeurs. Je fais beaucoup d'allergies en ce moment et j'ai actuellement un peu d'asthme. Les, Donc les si je pollens. voilà. Donc si vous entendez un peu ma respiration à des moments ou si vous m'entendez faire des pauses au milieu de phrases, c'est normal, j'en suis désolé. C'est qu'en Mais fait, je peux il pas faire éternue ses autrement grands actuellement. poumons, là. Je, Aïe, je aïe, vais, aïe. je peux pas trop faire autrement actuellement. Du coup, voilà. Là, pour cette semaine, du coup, donc le tournoi sera déjà passé au moment où l'épisode sortira, mais au moment d'enregistrer, pas encore. Je vais probablement aller faire un tournoi vendredi de construit. C'est très probable que j'y aille avec Azalea, pour plein de raisons Oh qu'on le, évoquera oh, plus le tard. méta-slave. Oh là là, le méta-slave. Ouais, le héros est trop fort, donc je vais le pick-up. En fait, j'ai acheté toutes les cartes là il y a 2 jours. Ouais, putain. Voilà. Et, Quel animal. mais voilà, enfin, de toute façon, pour ceux qui regardent la chaîne, vous savez que c'est un héros que j'adore, que j'avais un peu mis de côté ces derniers temps parce que des raisons de C'est le méta Dromaille. notamment. Voilà, on avait beaucoup de Dromaille à Paris, du coup c'était un peu compliqué à jouer dans les tournois où j'allais. Et là, bah, on a un peu moins de Dromaille. Je pense qu'on a aussi un match-up qui est un peu plus jouable contre Dromaille maintenant avec Azalea. Enfin voilà, il y a plein de trucs positifs. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est une extension avec des Rangers et un reprint d'Azalea. Donc Hmm. heureusement que ça lui a donné du boost. Mais voilà, on en parlera pareil dans l'épisode. Mais je pense qu'il y a des trucs très sympas à faire. Et du coup, c'est très probable que je joue ça vendredi et que j'en parle dans le prochain épisode pour faire un petit retour sur le tournoi. Mhm. Et toi, du coup, PDPU, je sais que tu as joué un petit peu aussi, tu as fait quelques AP, tu as fait des drafts Ouais. comme tu as dit là, tu as testé un peu le format et tu l'aimes bien. En vrai, ouais. Alors j'ai fait deux avant-premières. J'ai fait l'avant-première de Play-In samedi après-midi et dans la foulée celle du Chrony samedi soir. Du coup, à celle de Play-In, j'ai pris toute la chance de tous les joueurs autour de moi et de les concentrer dans un seul booster. Du coup, mon premier booster d'AP, c'était deux légendaires, une Rainbow Foil et une Cold Foil.
Ouais, j'étais Du à coup, côté, bah, c'était beau de j'ai voir ça parce que j'ai poussé c'est un petit vraiment. cri, j'ai dab, et Ouais. voilà. J'ai ouvert le torse de Ranger, Trench of Sunken Treasure, là, et les bras d'Assassin, les Flick Knives. Et Ouais, mais je peux vous dire que les Flick Knives, c'est très 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 bien en limité. ouais, faut que tu précises aussi, le torse, il était pas juste Call Foil, c'était bien Ouais, mais l'expand après d'art. pour ouvrir 2 légendaires dans le même booster, il faut qu'il y en ait une des 2 qui soit en mode Marvel ou au moins Cold Foil. Du coup, mon torse, c'était, le torse de Ranger, c'était une Extended Art Cold Foil. Du coup, je suis très heureux d'ouvrir ça parce que je l'ai revendu instantanément, Mm. et ça m'a payé pas mal de trucs. Et du coup, j'ai Notamment fait, une webcam, clin d'œil, clin d'œil. alors non, du coup. Non, non, non. Non, mais du coup, j'ai fini troisième de cette avant-première sur 30 et quelques joueurs, il me semble. Du coup, en plus d'avoir ouvert 2 légendaires, j'ai récupéré la petite Usuri Cold Foil et le tapis. Donc je suis très content. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que le premier, deuxième et troisième de cette avant-première, c'était moi et les 2 Pauls qui font partie de notre équipe. Donc voilà, on a pu Et, flex, et on est les tu veux meilleurs. savoir ce qui est encore plus amusant? Parce qu'on va aller au bout des choses. Ouais. Dans le même temps, il y avait une avant-première à Ludi World. Elle a été Ouais. remportée par Ariella, quelqu'un de la team. Ouais. Le soir même à Uchronise, la finale, je ne sais plus qui l'a gagnée. C'était Mohamed, Je crois Mohamed que c'est Ariela et Mohamed. c'était Mohamed. C'est Mohamed qui Mais a la gagné. finale, c'était Mohamed Ariella, deux personnes de la team. Et le Ouais. lendemain, à Majestic, c'est moi qui la gagne, Oui. encore quelqu'un de la team. Tiens, tiens, tiens. Aïe, aïe, aïe. Est-ce Du qu'on coup, ouais, troll on a au bout bien du flex. panier là? On a bien flex. Voilà. Non, mais après, bah, enfin, au-delà de gens en particulier ou quoi, Je c'est. pense que Tu vois, justement tout. par exemple, Paul, c'est pas étonnant aussi quand t'as quelqu'un qui, on le sait, nous, on avait commencé à regarder les cartes avant, on avait fait des petits tableurs dessus et tout, on avait commencé Hmm. à se dire, ok, ça a l'air fort, ça a pas l'air fort. Donc c'est sûr que quand tu arrives avec déjà une connaissance des cartes, une idée un peu de ce qui est bon, pas bon, de comment tu as envie de jouer, de ce qu'il faut que tu regardes dans ton pool pour savoir si tu peux jouer tel ou tel héros, en général, tu Ouais, as un ça aide, edge ça aide déjà pas. sur une partie des gens parce qu'il y a plein de gens, et c'est totalement normal qu'ils viennent à une AP juste pour découvrir le set, même s'ils ont déjà vu les spoilers, juste pour profiter de leur première expérience de limité sur l'extension. Et en plus, après, bah, pareil, objectivement, quand on parle de gens comme Moms, comme toi, comme Paul, je veux dire, c'est des gens qui, quand en plus tu leur donnes la connaissance un peu en avance des cartes, sont des très bons joueurs à la Ouais. table. Et Donc du ça coup, aide aussi mais je me suis à rendu gagner des compte, games, en fait. je me suis rendu compte à quel point le format était. Bah, on va y revenir parce qu'à un moment, on va faire une grosse review du set et Yes. tout. Mais surtout, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais il y a un des 2 pôles qui viendra parler du limité et tout. Mais on s'est assez vite rendu compte que le limité est rempli de mauvaises cartes. De Ouais. mauvaises cartes dans le sens des cartes avec des values un peu bizarres. Beaucoup de blocs 2, genre vraiment beaucoup de blocs 2. Mm. Et en vrai, c'est autant il y a des formats comme Uprising où c'était pas très important l'endroit où on mettait les attaques, parce qu'en vrai, elles étaient toujours meilleures à être jouées pour bourrer l'adversaire. Autant Outsiders, c'est un format où bah en fait tes attaques, t'as besoin de les économiser. Genre, il y a Mm. des match-ups, tu ne peux pas juste jouer tes attaques pour jouer tes attaques. Il y a des match-ups où j'ai d'abord bloqué avec des cartes de ressources, quitte à avoir un tour un petit peu moins pertinent, parce que je savais que je conservais une attaque de plus dans mon deck, et que du coup elle Mm. ferait la différence à la fin de la partie. Parce que c'est aussi un format qui, je crois que j'ai fait aucune game sans aller au deuxième cycle, depuis que j'ai fait du limité sur le format. Mm. J'en ai peut-être dû en faire une ou deux en draft. J'en ai peut-être dû faire vraiment une en Ouais, draft. celle d'hier soir où tu jouais contre un 4 sous CC, je pense que c'est peut-être allé un peu vite. Ouais, mais même là, ça m'aurait pas étonné qu'on aille au deuxième cycle. Non, c'est plutôt, j'avais un de mes drafts dans la semaine qui était vraiment rempli de rouge. Et donc là, j'avais Mm. vraiment un deck aggro où je voulais pas bloquer, mais où je présentais 14 par tour. Du coup, ça allait plutôt Mm. bien. Mm. Et dans ces cas-là, j'allais pas au deuxième cycle. Mais en Oui, dehors oui. de ces parties-là, en fait, c'est normal d'aller au deuxième cycle. C'est normal d'avoir gratté de la value avec tes armes. C'est Mm. normal de pas jouer 30 cartes. C'est le premier Ouais, format où je suis pas à l'aise quand je joue 30 cartes. Je suis en mm. mode, Je suis d'accord. oh non, je vais me faire fatiguer. Oh non, Je suis c'est d'accord. chiant. Il y Et du a. coup,
Et du coup, juste pour finir, Ouais, je me vas-y, suis vas-y. rendu compte à quel point le format aussi était euh, très sensible aux erreurs, dans le sens où euh, les erreurs que ferait un joueur qui correspondent à mal value une carte, avoir mal calculé son affaire et donc finir son tour avec une carte par exemple ou ce genre de choses, euh, ont énormément d'importance parce que du coup elles créent un réel déséquilibre qui se ressent vers la fin de la partie, au moment où la fatigue a Yes. son importance, au moment où les points de vie ont de leur importance. Et du coup, bah, je me suis rendu compte à quel point ne pas faire d'erreur te récompense dans ce format. Et c'est plutôt agréable parce que bah, je vais pas mentir, sur Uprising, il y a des drafts, je les ai gagnés, mais j'étais pas vraiment concentré, quoi. Genre, quand je me rappelle de games que j'ai fait avec Faye contre toi où tu rageais comme jamais parce que t'avais un pool qui était trop bien. Moi, j'avais juste un bet Faye où je faisais des 0 pour 3 et vraiment juste je regardais ma main, je faisais bah je présente 15. Bah Ouais. vas-y du coup, à quoi bon bloquer en fait? Maman fait 15 donc bah tu vas mourir puis voilà. Et du coup le format il a pas du tout ce truc là, il est beaucoup plus intense en fait. Et genre il est beaucoup plus en mode genre putain il faut bloquer, comment est-ce que tu bloques, qu'est-ce que tu pitches, est-ce que tu privilégies genre bourrer avec ton arme ou pas et tout. Genre, et tous ces trucs là rendent le format très agréable. Mhm. Euh, du Alors, coup après, vas-y. ouais, vas-y, pardon, pardon. Du coup, Continue, après continue. mon avant-première où je me suis rendu compte que Flick Knives c'était trop bien parce que Kodashi lock son ennemi quand il a 2 points de vie et pas un, c'est super cool. Ensuite, j'ai fait l'avant-première du coup à Uchronie où je n'ai pas ouvert de légendaire malheureusement. J'aurais adoré ouvrir une troisième légendaire pour faire chier tout le monde, mais j'ai pas Ouais, moi réussi. je l'ai fait. Bah oui, oui, mais t'en avais pas ouvert deux avant donc ça compte pas. Mais Moi j'en ai du coup ouvert là une j'ai puis deux. fait ouais, j'ai fait 2-2 avec un deck qui était je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant que dans l'après-midi, parce que l'après-midi j'ai joué Arachni, parce que j'avais beaucoup de furtivité, mais pas beaucoup de trucs à mettre en jeu avec Usuri, et du coup c'était très bien. Le soir j'ai joué Riptide avec plein de cartes, mais je manquais de Mhm. flèches, j'avais pas un pool de ninja qui était exceptionnel, et mon pool d'assassin n'était pas non plus très incroyable. J'avais un pool qui était moyen. J'ai quand même fait 2-2, et puis comme malheureusement bah, il fallait que je prenne un train pour rentrer chez moi, du coup j'ai pas été au bout de l'avant-première. Et ensuite, du coup, j'ai fait 2 drafts dans la semaine. J'ai fait un draft le vendredi de la sortie de l'édition, qui était très agréable. J'avais un deck avec, je pense, les 2 tiers de mon deck, c'était des cartes rouges. Mais pas des mauvaises cartes rouges. Genre des Des Surging Rabble. Strike, Descendant Ah Gustwave, oui, ok. Ravenous Rabble, Fisty Ouais. Locals. Genre, j'avais vraiment un pack que j'ai trouvé assez cochon. Qui d'ailleurs m'a vraiment il m'a porté sur ses épaules pendant les 2 premières games et la troisième je l'ai perdue parce que je sais pas compter. Voilà, ça arrive. Puis en plus j'avais un train à prendre, j'avais que 10 minutes pour jouer la partie donc j'ai dû l'expédier. Mais ça m'a donné très 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 envie de refaire le format après l'avoir drafté. J'étais en mode waouh mais en fait c'est trop bien parce que je peux rester j'ai fait aucun pic de classe avant genre mon neuvième pic. Mes 8 premiers pics, c'était des génériques et de l'équipement. En fait, c'est trop bien. Parce que du coup, Mhm. bah, arrive mon neuvième pic, je vois qu'il n'y a plus de générique, puis je vois bah, une Surging Strike rouge. Bah, du coup, je me dis, bah, je vais la prendre. Puis ensuite, bah, j'ai pris des zéro cost bleus qui bloquent 3, et puis Mhm. je prenais des rouges par-ci par-là, et à la fin, j'avais une pile de ninja qui était très bien en fait. Du coup, hier soir, j'ai fait un deuxième draft où, pour la science, j'ai voulu forcer un héros et un archétype. Bah, faites pas ça chez vous, les enfants, hein, vraiment, c'est pas bien. J'ai voulu forcer Arachni, furtivité, go again, je sais pas quoi. Ça n'a rien fait du tout, parce que les 2 joueurs avant moi, ils étaient aussi sur Assassin. Du coup, jamais de Les la vie, trois j'aurais même, dû. non? Non, il n'y en avait que deux. T'avais 2 joueurs avant moi qui étaient assassins et le joueur d'avant était ninja. Mais Ok. tous les jours de l'année, j'aurais dû jouer ranger. Euh, je fais n'importe quoi, mais peu importe. J'avais envie de tester, voir si c'était un format où on peut forcer. Parce que enfin, j'avais le souvenir d'Uprising où une des façons d'avoir un pool de bonne qualité, c'était entre autres de forcer un héros. Mhm. Vraiment de prendre que des cartes pour le héros. Et en fait, tu cutais tellement les autres joueurs que tu finissais par être un peu tout seul sur le héros. Ou alors tu forçais faille, t'avais pas besoin de grand chose pour avoir un deck qui tourne.
Du coup, là, je me suis rendu compte que c'est pas un format comme ça, et c'est un format qui récompense vraiment d'être resté open le plus longtemps possible et d'avoir saisi le héros que personne d'autre ne veut à la table. Parce que même sur une table à 8, comme il y a 6 héros différents, bah en fait, t'auras maximum 2 joueurs par héros, parce que les autres vont se répartir assez naturellement. Du coup, bah en fait, tu peux faire un deck de bonne qualité sans trop avoir à te bagarrer avec les autres joueurs. Et ça, j'aime bien. J'avoue, ça Mm. réduit un peu la frustration du draft. Voilà. Et sinon, j'ai hâte de jouer en construit, de continuer Mm. à jouer un deck qui n'a reçu quasiment aucune nouvelle carte avec l'édition. Tu rigoles ou quoi? Il y a Gore Belching. Alors oui, j'y réfléchis. Je pense. Alors, par contre, no joke, on va en parler après des cartes qu'on aime bien de l'édition. J'ai une préférence pour Give and Take Ah, moi, j'aime pas la carte, mais. au-dessus de Gorbelching. J'aime pas la carte, mais je pense que dans Dromai, ça peut avoir du sens. Bah en Et fait, je pense que la carte sera bonne à un moment donné. Même si je par ne l'aime contre, pas. heureusement que Braillard passe Living Legend dans pas très longtemps, hein, parce que Oui. quand tu commences à te dire que tu joues Force of Nature puis ça, oh là, oh là, oh non, c'est bizarre. Voilà. On aime Mais le du coup, point. ah ouais, ouais, je te propose qu'on passe à notre main topic, euh, Hein. qui correspond en gros à Parler euh, du limité. un petit peu, ouais, bien sûr, mais aussi Et genre quelle carte on se dit genre ah ça va être une dinguerie. Et évidemment, on va aussi un petit peu se baser sur. Bah en vrai, je pense qu'on va même commencer par ça, si ça te va. On va commencer par euh, parler du tournoi qui a eu lieu, à moins que tu veuilles parler du ouais. limité d'abord. Bah, en fait, moi, j'avais deux, trois points en limité, plus peut-être pour Vas-y. engager une discussion un peu. Pardon. Engager une discussion un peu avec la commu. Rebondir sur deux, trois trucs que tu as dit à travers ton expérience et la mienne. Parce qu'il y a des trucs dont je suis pas encore sûr que j'aime bien dans le limité, et au contraire, il y a des trucs dont je suis très très fan. Et du coup, Ok. voilà, je Bah voulais vas-y. juste Vas-y, vas-y. essayer de rapidement de faire un petit topo. Déballe tes arguments. Je suis tout Euh, oui. la, la première chose que j'adore, et je pèse mes mots, c'est un truc dont tu as parlé, c'est les couleurs. Sur Uprising, Faye s'en foutait un peu parce que, genre, tant que ça avait Go Again et que Ouais. c'était draconique, c'était ok, même en Ouais, jaune, c'est bon. ça. Tu préférais les rouges évidemment, mais ça allait. Et puis il y avait beaucoup de cartes qui étaient draconiques et qui n'existaient qu'en rouge, donc forcément tu avais des rouges. Mm. Euh, Dans Islander, tu voulais un peu de rouge pour genre être agressif avec, et tu voulais Et tu des voulais bleus. surtout les bleus. Ouais. Surtout pour pitch, les mettre en arsenal, les jouer, interagir avec l'adversaire. Et Dromai, tu voulais absolument des rouges parce que bah sinon tu fais pas de hache et tes cartes sont moins bonnes. Bah ton deck marche pas hein, vraiment. Donc, Voilà. Et du coup, en fait, t'avais vraiment genre des cartes, genre typiquement, la différence entre un Dunebreaker Sennipai rouge, jaune et bleu sur Uprising, elle est énorme. Et, Bah et, et déjà, elle est vraiment tu peux énorme. même, tu peux même l'extrapoler en le rouge d'un côté, les deux autres de l'autre en Ouais, ouais. fait. Que la jaune était déjà plus assez bien. Oui, oui, clairement. Et du coup, c'était dommage parce que non seulement en scellé, mais aussi en draft, tu avais des fois des cartes qui étaient bonnes, mais pas dans la bonne couleur. Ce qui faisait des ouvertures de scellé, par exemple, qui étaient assez, comment dire, assez, Ouais, c'est frustrante en vrai. euh, ouais, et puis elle c'était assez hétérogène, et du coup, bah, t'avais des gens qui ouvraient genre leur Dunebreaker en rouge et qui étaient trop contents, et des gens en bleu, et ils étaient en mode. Super. Enfin voilà, genre, t'ouvres Dunebreaker en bleu, et pardon, et Icebolt en jaune, et l'autre à côté, il ouvre Icebolt en bleu et Dunebreaker en rouge. Voilà, Ouais, t'es un c'est peu les mêmes deg, cartes, mais c'est pas les mêmes clairement. cartes. Et du coup, pour revenir sur Outsiders, ce que j'aime beaucoup, c'est que bah, si tu es en ninja et que tu ouvres beaucoup de jaune et bleu, bah, Benji c'est bien. Parce Mm. que du coup, tes attaques vont être à 2 ou moins souvent, et donc elles vont pouvoir profiter de la capacité de Benji et donc être imbloquables, ou bloquables plus difficilement. Mm. Si tu ouvres beaucoup de stealth en assassin qui sont bleus ou jaunes, bah c'est pas grave. Parce que tu peux juste les swap avec Usuri et tu t'en fous de leur couleur. Si tu ouvres, et t'en Et reparleras peut-être avec une des cartes que t'aimes bien, que je ne spoil pas, si tu as des cartes que tu as envie de swap avec Usuri qui coûtent 2 ou plus
même en jaune, il y en a qui sont des très bonnes targets. Mm. Pareil pour Riptide et Azalea, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que tu avais besoin d'un certain nombre de flèches d'un côté et aussi de boost ou plutôt que de boost pour Riptide, de starter. Donc de cartes avec Go Again qui te permettent de remettre une flèche dans l'arsenal et de faire des trucs. Bah ces cartes-là, à la limite que ton Rabble il soit rouge ou jaune, c'est pas très grave. L'important c'est que tu le Mm. joues de ta main, il a Go Again, il trigger la capacité de ton héros pour mettre un truc dans ton arsenal. Pareil les buffs, qu'ils soient rouge ou jaune, voire même bleu, c'est pas forcément Ouais. la valeur du buff qui était très importante. Et du coup, tout ça fait que t'as beaucoup moins de frustration de oh putain, j'ai ouvert cette carte que en bleu et tout, mais en bleu elle est injouable alors qu'en rouge elle est trop forte. Alors évidemment, la plupart du temps, les rouges sont meilleurs, bien sûr. Mm. Mais les héros et les cartes sont pour la plupart des options dans les trois couleurs. Et ça, je Mm. trouve qu'ils ont vraiment bien réussi ça sur le set. Et du coup, autant en draft qu'en scellé, t'es moins dépendant de la couleur d'ouverture de tes cartes dans tes boosters. Et ça, je trouve que Ouais. c'est un vrai gros plus. Et tu vois, je pense que une partie de ce confort est aussi liée au fait que euh, je crois, mais peut-être que je me trompe, il n'y a aucune carte dans l'édition qui coûte 3 ressources à jouer. Je crois pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ça rendait les jaunes tellement meilleurs. Parce qu'en fait, Les jaunes, ça pitch un tour parce qu'en pour fait, c'est beaucoup ça. de héros. Mm. Parce qu'en fait, c'est un format où la jaune, elle est, elle est quasiment toujours synonyme de euh, les ressources dont tu as besoin. Genre Mm. par exemple, Riptide, techniquement il lui faut une jaune seulement pour faire son tour, comme les rangers assez souvent, mais genre tu fais un boost à 0, tu mets une flèche dans ton arsenal, tu pitches jaune, tu mets un aim counter avec ton arc, puis tu tires ta flèche. Les assassins, ils vont pitcher jaune pour Spider's Bite, faire un coup de dague, ou alors ils pitchent jaune pour jouer la 2 pour 5 ou 6 qu'ils avaient dans la main. Mm. Ce qui fait que les jaunes, bah, je les trouve trop bien. Et du coup, t'as commencé à entamer la discussion sur la carte que j'ai kiffé en limité, mais hier, j'ai fait, pendant mon draft, j'avais 3 exemplaires de Destructive Délibération en jaune. Alors c'est une carte, c'est une 2 pour 4 qui bloque à 2, c'est la version jaune, et qui dit quand elle touche, tu crées un jeton Ponder. Et en fait, ce qui était trop bien avec cette version de la carte, c'est que moi qui jouais Usuri, elle était bonne dans toutes les situations, sauf pour bloquer. Mais c'est normal, elle bloquait à 2. Mm. Quand j'avais besoin de pitch, bah, c'était la carte dont j'avais besoin pour mes ressources pour le tour, parce que ça payait Spider's Bite, et ensuite je faisais genre Spider's Bite et une petite stealth à 0. Si j'avais besoin de swap un truc sur Usuri, c'était une bonne cible parce qu'elle présentait toujours ce petit breakpoint et qu'elle a un effet pertinent qui est d'avoir un ponder Mm. token et donc un arsenal, et donc c'est bien. Et même la jouer normalement pendant le tour, c'était bien parce qu'en fait ça reste un breakpoint. Et dans un format où toutes les cartes bloquent 2, ou presque, bah en fait, bloquer 4 c'est quasiment aussi chiant que bloquer 5. Euh, Mm. que, ouais, c'est ça, que bloquer 5. Du coup, ça rend la carte bien dans genre 90% des cas. Et au début, je l'ai prise parce que j'étais en mode, bah, j'ai pas beaucoup mieux, donc bah, je vais la prendre et puis je vais faire avec. Et plus je l'ai joué, plus je me suis dit, mais en fait, la carte est vraiment bien. Genre, elle est vraiment pertinente. Genre, elle a pas de défaut. Et je sais pas si ces 3 cartes-là avaient été des rouges, je sais pas si mon deck aurait été fondamentalement mieux en fait. Parce Ouais, que j'aurais ouais. pas eu la flexibilité qu'elles avaient d'être à la fois des ressources et à la fois des attaques. Parce que du coup, comme c'était des Mm. ressources qui me gênaient pas, bah c'était pas grave de les pitcher pour mon Spider's Bite. Du coup, c'était pas grave de les revoir plus tard parce que j'étais content de les avoir vus une Ouais. première fois et de les revoir une deuxième. Et du coup, j'étais. Et en fait, maintenant, je m'en rends compte, quand je draft, je suis en mode, mais en fait, il y a des jaunes dans tous les autres formats dans lesquels j'ai joué, Aria et Uprising. Les jaunes, on les regardait jamais, parce qu'ils étaient jamais assez bien. À part Elles étaient quelques toujours, exemplaires de cartes, mais pour bien leur sûr. texte. Mais Genre voilà, c'était Rumble, pour leur texte, toujours. Ouais, Rumble par exemple. Lightning. Ou alors des random Ronin Renegade jaunes, bah tu le prends parce que c'est 0 pour 2 Mm. Goliath, tu vois, genre. Mais en dehors de ça, tu regardais la carte en soi. Là, il y a des cartes qui sont bien à cause de leur couleur. Genre, t'as Mm. Destructive du coup des Liberation, mais t'as aussi Fisty Locals et Spring Load, qui sont Mm. 2 cartes génériques.
Les rouges sont très bien, parce que c'est souvent des. Elles tapent souvent à 5 et elles sont propres. Mais les jaunes, elles sont souvent, quand elles fonctionnent comme elles sont censées fonctionner, à 4. Donc en fait, c'est toujours un breakpoint. Donc en fait, Mm. elles sont encore bien, même quand elles sont jaunes. Ce que tu vas Ouais. pitcher pour payer tout ton tour, parce que le format ne te demande pas plus qu'une jaune. Et en fait, je pense que on se demandait pas mal sur les éditions précédentes, genre pourquoi il y a des cartes jaunes dans Flesh and Blood alors que le jeu ne fonctionne qu'avec des bleus et des rouges. Mm. Bah, je trouve qu'ils ont trouvé une bonne façon de rendre pertinent l'existence des jaunes avec le fait qu'une jaune suffise en fait. Mm. Et du coup, une bleue c'est plus. Donc en fait, ça fait que la moyenne en fait du format, je pense qu'elle est plus autour de 2 et demi qu'elle n'est autour de 3. Et du coup, ça donne un format où tes bleus ont une réelle valeur ajoutée parce qu'elles font 3 ressources. Tes blocs 3 ont une réelle valeur ajoutée parce qu'ils bloquent un point de plus que Mm. toutes les autres cartes. Et tes attaques à 3 ont une valeur ajoutée parce qu'elles seront pas bien bloquées par l'essentiel du format. Et je pense que ça là, c'est un. Je pense que si tu casses un peu les maths du format, tu te rends compte que le chiffre magique c'est plus 2 que 3. Et du coup, quand tes cartes font 3, en fait, Mm. elles sont vraiment très bien. Ouais, ouais, clairement. Bah, ça, on s'en est rendu compte, c'est. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est le format qui a la moyenne de blocs la plus Ouais. basse depuis. Enfin, Tales of Aria et Uprising avaient une valeur Qui est plus en haute. dessous de 2,5, je crois, non? Euh, je suis pas sûr, mais Avec ça avec les m'étonnerait pas. communes. Dans mes souvenirs, je crois que c'est le chiffre des communes, surtout. Genre Ouais, la moyenne de blocs des communes était en dessous de 2,5, je crois, genre je suis 2,4, un truc. pas, je suis pas sûr, mais ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, ce que tu as dit me fait venir sur genre, mes deux autres petits points très rapides. Le premier, c'est que, comme tu l'as dit, le format a l'air d'être plus lent que les formats d'avant, et c'est très Ouais, appréciable parce que ça veut clairement. dire que tu peux aller au second cycle, que tu as plus de choix à faire, que tu joues plus de tours, que tu es un peu moins dépendant d'une sortie, etc. Et que donc, comme tu disais, tu as potentiellement plus de place pour, pour exprimer ton skill. Et ça, c'est hyper appréciable. Ça, on l'avait aussi vu, on s'en était aussi un peu rendu compte parce que on trouvait, quand nous, on avait regardé les cartes au départ après les spoilers, qu'il n'y avait pas énormément de Go Again dans le format. Mm. Au final, il y en a pas mal chez Ninja, mais sinon, il y en a quelques-uns en générique, mais en vrai, il n'y en a pas tant que Ce ça. qui fait, ce qui fait que les cartes avec Mais Go Again sont vraiment très bien. Genre, ouais, ouais, Silk ouais. Horizon, c'est une carte, tous les jours de l'année, je me serais dit, bah c'est pas bien en fait, genre, c'est Mm. pas une bonne. Mais la rouge, 0 pour 4 Go Again, Ouais. bah en fait, c'est vachement bien. En fait, c'est super fort dans le format. Bah, et Évidemment, puis, pour moi, la meilleure générique, c'est Ravenous Rabble rouge. Oh, ouais, bien sûr. comment la carte est trop Mais bien dans le format. Looking for Scrap aussi est une très bonne carte parce que tu peux lui Mm. donner Go Again. Enfin, il y a, du coup, la capacité d'Arachni en elle-même est très bien aussi si tu as le poulpe qui vient Ouais. derrière. Et du coup, enfin, voilà, ça donne une autre value à certaines cartes et c'est très intéressant. Et par contre, le seul petit bémol, on va dire, que je mettrais pour le moment, et qui est pour le sceller uniquement et pas pour le draft, Mm. parce que le draft, je pense que, comme tu l'as dit, la répartition à la table sera assez fluide. Et en fait, c'est le fait que, alors même si au niveau des couleurs et tout, c'est très bien, et tu es assez flexible sur ce que tu joues, en scellé, en fait, il y a des héros qui ont besoin de choses. Mm. C'est-à-dire que tu ne Ouais, je peux suis pas d'accord. jouer Arachni si tes stealths ne sont pas majoritairement rouge et jaune. Pour moi, c'est pire Donc, encore chez les ninjas. Parce ouais, que mais tu peux pas jouer ninja si t'as pas de bleu à 0. Tu peux pas jouer Katsu si t'as pas de carte avec combo. Genre, c'est ça. Et du coup, en général, tu les auras, et en général, même en scellé, tu pourras retourner sur tes pieds parce que si tes stealths sont bleus et que tu voulais jouer assassin parce que X ou Y raison, tu as des équipements assassins, j'en sais rien, bah tu peux jouer Izuri et swap les bleus et tu t'en fiches de leur couleur. Mais du coup, si tu avais envie de jouer Arachni, c'est pas forcément possible parce que tes styles sont quand même pas de la bonne couleur. Si tu as des attaques à swap mais qu'elles sont toutes bleues ou que tu n'en as pas beaucoup, moi je sais que sur les 3 scellés que j'ai fait, j'ai dû avoir genre un total peut-être de 5 attaques rouges à 2 ou plus sur l'ensemble des 3 scellés. mhm, mhm. Enfin, j'abuse peut-être un tout petit peu, mais j'en avais genre 2 ou 3 max à chaque fois, quoi. Et bah, c'est pas forcément assez pour jouer un Usuri efficace. Donc après, il y a d'autres moyens de faire parce que bah, j'ai joué Usuri 2 fois quand même et j'ai fait 5-0 et dehors. Donc il y a d'autres façons de faire et c'est pour ça que le format fonctionne quand même.
Mais je trouve que en limité, tu peux avoir ce problème un petit peu que même si ton pool se fait pas est pas mauvais à cause des couleurs, comme tu pouvais avoir sur Uprising, il peut être mauvais à cause du fait que tu n'as pas certains types de cartes Mhm. qui font que ton héros que tu voulais jouer, dans la classe que tu voulais jouer, va pas forcément être celui qui fonctionne. Et ça peut amener un peu de frustration. Par contre, le point positif, c'est que en draft, comme tu disais, en fait, même les gens qui vont se battre sur Assassin, bah, en fait, moi, on l'a vu au draft qu'on a fait à Uchronize avant-hier. Au final, je sais honnêtement plus si Robin, qui était l'autre joueur qui jouait Assassin à la table, a joué Usuri ou Arachni. Je crois qu'il a joué Usuri, mais j'ai un doute. Mais en fait, à un moment, après, donc juste une fois que le draft était terminé, on a discuté un tout petit peu de nos picks. Et on était en mode, bah oui, il y avait plein de trucs pour nous, donc on s'est servi, c'était bien, on avait des trucs et tout. Et à un moment, par exemple, lui, il me dit qu'il a donné priorité, je crois, à un Isolate rouge, ou je sais plus quelle couleur, au-dessus d'autre chose, parce que dans sa tête, il était en mode, Isolate, c'est mieux pour Usuri. Parce que ça a dominate, et du coup, en général, l'adversaire peut pas bloquer avec deux cartes en phase de défense, et du coup, l'attaque que tu swaps va probablement toucher. Et moi, sur le même genre de paquet, j'ai donné priorité à un infect rouge. Parce que dans ma tête, le infect rouge, il était ok, voire bon pour Usuri, parce que c'est une bonne attaque et c'est un stealth qui swap. Et pour Arachni, il était très bon. Mhm. Pareil pour les Prowls. Genre, il y a un moment, j'avais Prowl et une autre bonne carte assassin, j'ai pris le Prowl. Parce que j'étais un peu plus open avec, vu que la carte faisait ce que je voulais qu'elle fasse dans Usuri, mais elle était encore meilleure dans Arachni. Et à partir d'un moment, je me suis dit, bah, je joue assassin, mais a priori, vu le pool que j'ai là, au bout du genre deuxième booster, je vais très probablement être sur Arachni. Et du coup, tu commences à regarder les cartes assassins aussi à travers le prisme de ton héros. Et ça, c'est Mhm. hyper intéressant parce que du coup, en fait, même en se battant pour la même classe, on Ça prend pas voulait les pas mêmes forcément trucs. tout à fait les mêmes cartes. Ouais. Tu vois. Bah, c'était. Et ça, c'est super cool. Ouais. En fait, ce qui est assez sympa avec ce format, et ce qui d'ailleurs, je le dis maintenant à chaud comme ça, là, c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui voudraient drafter l'édition. Je vous conseille de rester open le plus longtemps Mm, possible. Et par open, j'entends au début privilégier les génériques jusqu'à recevoir des signaux qui vous indiquent quelque chose. Et si à un moment vous avez choisi une classe, en fait, vous pouvez toujours rester open sur les deux héros de la classe, en fait. C'est ça qui est plutôt cool, c'est que vous savez que vous allez jouer ninja parce que vous commencez à avoir pas mal de zéro cost bleu, par exemple. mm, Bah, tant que vous n'avez pas sélectionné d'autres cartes, vous pouvez toujours autant jouer Benji que vous pourriez jouer Katsu. mm, Du coup, c'est plutôt genre, est-ce qu'à un moment il y a une Surging Strike rouge qui va tourner et du coup là vous allez vous dire, ah bah j'ai peut-être priorisé des cartes avec combo. Est-ce que à l'inverse vous allez voir un petit Deadly Duo jaune qui va passer et vous allez être en mode, ah vas-y c'est une super bonne carte pour Benji et ça et ça. Et en fait, mm. je pense qu'il est assez facile de pouvoir rester open jusqu'à au moins le début du deuxième booster, voire le milieu du deuxième booster. Genre, ça me choquerait pas du tout de pick son héros, genre littéralement son héros, genre au milieu du deuxième booster, début Ouais, troisième. je pense que tu es log Et je pense que sur ce ta serait bien classe en plus. avant, mais sur Ouais, le héros, tu peux effectivement te l'offre assez tardivement. Et enfin, c'est vraiment super cool. Et alors, encore une fois, là, on a fait genre quoi, une, deux drafts chacun, deux scellés. ouais, c'est Donc, bien, c'est ça très se trouve, théorique évidemment. dans un mois, 2 mois, on dit plus du tout la même chose. On dira C'est Riptide c'est trop fort, Mais jouer que ça là. là, de toutes les vidéos que je vois, j'ai pas tout regardé, donc je sais pas trop pourquoi, mais les gens ont l'air de dire que Azalea, c'est le meilleur perso de limité. Bon, moi, je l'ai pas encore vu pour le moment, mais pourquoi pas. Je ne l'ai ni vu ni Euh, constaté, mais voilà, pourquoi pas? je l'ai ni vu ni J'ai constaté, encore mais plein de pourquoi pas. choses à apprendre. Oui, c'est Qu'on ça. me montre. Mais les premiers signes vont dans, je trouve, dans ce qui manquait sur Uprising et ce que les joueurs voulaient. Plus de Ouais. flexibilité, moins de En fait, plus de color lock liberté en vrai. qui juste te doomed parce que bah, t'as ouvert la jaune et pas la rouge. Mhm. Plus de liberté. Le système des deux héros par classe est, je trouve, très bon. Le système des cartes biclass est très bon aussi. Alors, à voir à quel point ça posera peut-être problème dans le futur en termes de, comment dire, d'équilibrage, autant pour le limiter que potentiellement pour le construire aussi. Mhm. Ce qui va pouvoir nous faire peut-être une petite transition. Let's Mais go. voilà, il y a peut-être des cartes qui vont poser problème dans le futur
de par leur flexibilité, de par certaines choses. Mais voilà, les premiers signaux du limité, de notre expérience avec PDPU, de ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu entendre aussi d'autres joueurs, ont l'air vraiment très 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 positifs. Et bah, du coup, c'est super cool en fait, parce que bah, il y avait plus grand monde qui voulait drafter du Uprising. Mais je pense que le limité, c'est un concept que l'éditeur du jeu veut vraiment important sur son jeu. Il y a des tournois entiers avec du gros cash prize qui sont faits en limité. Il y a des trucs entre guillemets très importants qui sont faits en limité. Il y a les Pro Tours ont une partie en draft. Donc c'est Mhm. vraiment un aspect important du jeu compétitif pour l'éditeur. Il y a des skirmishes là qui arrivent bientôt qui vont se faire en scellé certains. Et du coup, bah, que là, on est un format qui donne envie aux joueurs de jouer, qui a l'air plutôt équilibré, plutôt skill rewarding et skill intensive, assez flexible pour le draft et tout ça, bah c'est super cool en fait, parce que ça veut dire qu'ils ont fait un très bon taf sur le design de leur extension, en tout cas pour le limiter, et c'est hyper positif pour celle-là et pour la suite. Mhm. Je suis d'accord. Et du coup, je te Le propose qu'on codex. passe à ouais, notre deuxième sujet. Alors, c'est pas le codex, mais ça c'est un petit peu lié. Ce week-end a eu lieu à Chicago un événement qui s'est appelé le Chicago Brawl, 5K, donc visiblement il y avait 5 000 $ à gagner, Ouais, où des pour joueurs le se top sont 16, je bagarrés crois. en construit. euh, et mais du coup il y avait de la vraie bagarre. Genre, il y avait des Il y avait sacrés aussi, joueurs quand même. il y avait aussi une Goldfold et une PTI à gagner mise en jeu par LSS pour le winner, en plus des 5K de cash prize qui avaient été mis en jeu par la boutique qui s'appelle Minmax Game. Je Mhm. les nomme, pas pour. Voilà, mais Parce parce que qu'ils je se pense que butent un c'est peu quand important même, de hein. les nommer, parce que voilà. Ils mettent à chaque fois les moyens pour avoir un commentary sur chacun des tournois qu'ils organisent, où ils ramènent des Flake, des Armada et tout ça, qui sont des excellents casteurs de la scène, et qui se trouent le cul pour faire avancer le truc et tout. Ils ont des vrais cash prizes pour les joueurs et tout. Enfin, vraiment, il y a une très Et très 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 bonne orga, et du coup, enfin, ça fait super plaisir de voir ça, quoi. comme l'orga est bonne, que le cash prize est bon et que le tournoi est stylé, bah du coup, t'as le champion du monde qui a fait un détour, tu as un des meilleurs joueurs d'Azalea qui est passé par là, et puis tu as un joueur qui trust tous les top 16 de tous les tournois, voire les top 8 et plus, qui s'appelle Brody Spurlock, qui, je crois a gagné du coup. Il me semble que c'est lui qui a Brody gagné Spurlock a, le... Brody Spurlock a win. Ouais. Brody Spurlock, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que maintenant Michael Hamilton, on commence à le connaître. Levi Rauch, qui était le finaliste sur Azalea, commence à être un petit peu connu parce que c'est le main Azalea dont moi je parle souvent aussi, parce que c'est ma Mhm. référence pour le perso. Et du coup, je transmets souvent ce qu'il dit et tout ça, y compris sur le Discord FR. Brody Spurlock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui. Alors, je crois, je sais plus s'il a fait top 4 ou top 8 au national américain. Ah, il Je a un crois que palmarès pareil, pas mal. il a dû faire Ouais, top 8 ou un truc du en genre au gros, Pro Tour. sur à peu Et près tous les GP, tu regardes et t'as un Brody Spurlock en top voilà. 16. Genre tous les GP américains, il est là en fait. En fait, Brody Spurlock, il est nommé comme le petit prodige aux States. Et genre, tous les grands joueurs disent de lui que c'est une machine. Et à chaque fois que tu le vois jouer, et à chaque fois qu'il entre un tournoi, effectivement, tu te rends compte que c'est une machine. Donc à surveiller, parce qu'en plus, je crois qu'il a que genre 17 ou 18 ans, peut-être 19. Enfin, il est Mm. hyper Ouais, jeune. c'est possible. Et c'est un mec il va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans sa carrière de joueur s'il continue. Parce Mm. qu'il est excellentissime. Et il Du était coup, sur Azalea, Azalea. ouais. C'est-à-dire que le mec, il prend un héros, et le héros qui était... parce que pour ceux qui sont assez récents dans le jeu et qui sont en mode Ouah, le train de la hype sur Azalea, machin et tout, c'est normal et tout, sachez que quand on a commencé le jeu, Croissant et moi, Azalea avait carrément un tiers dans les tier lists. C'est-à-dire quand des gens faisaient des tier lists des héros en construit, il y avait un tiers en bas qui s'appelait Azalea tiers, dans lequel se retrouvaient Levia et Azalea. Et Tellement Voltine le par héros était ouais. réputé mauvais. Maintenant, dans le Azalea tiers, tu pourrais que mettre Levia en vrai, parce que Boltin, même lui, a eu quelques améliorations. Ah, Voltine a eu des bonnes améliorations. Mais du coup, Azalea, maintenant c'est hype. Comment ça, maintenant c'est hype là? Si on m'avait dit un jour que cette espèce de mal dessiné là serait un genre hype, je n'y crois pas. Mais dis-moi, Croissant, qu'est-ce qui explique que le héros soit hype?
en dehors de toutes les bonnes flèches, parle du Alors, codex. en Parle du vrai, codex spécial. juste avant, un tout petit peu avant de parler du codex, la première chose, c'est qu'il y a une extension où, en termes de lore, on est chez Azalea, on est dans les pits, c'est chez elle. Il y a plusieurs mois, James White a dit dans plusieurs interviews que Dynasty, c'était la partie 1 sur 2 pour les aim counters, que Mhm. Outsiders serait la partie 2 sur 2. Il a dit, les fans d'Azalea, attendez, après Outsiders, vous verrez, le temps que vous mettez là sur le héros, il sera pas perdu, voilà. Donc il y avait beaucoup de choses qui avaient hype le truc déjà en amont. Et alors, déjà, il y a un très bon pool de cartes en termes de communes. Il y a des très bons upgrades à ce que le deck faisait avant, etc. Il y a des très bonnes nouvelles flèches, des très bons nouveaux buffs, des très bonnes choses. Et je pense qu'il y a deux cartes qui vont être particulièrement fortes et qui vont particulièrement... alors, qui pour moi sont pas... Enfin, disons que excusez-moi, je me perds un tout petit peu, mais en gros, je pense que le fait que Azalea soit dans l'extension, qu'il y ait plein de cartes pour Ranger et tout, que ça a été hype par James White, fait qu'il y a eu une hype pour le personnage. Ce Et qui donc fait des que gens la qui hype, voulaient jouer le héros. c'est ça, et ce qui fait que la hype va se transformer en le héros est bon et le héros va être joué compétitivement. Je pense que c'est particulièrement deux cartes. Alors en vrai, il y a aussi Infecting Shot et Lace with Blood Rod qui sont des très bonnes cartes, mais on pourra revenir dessus plus tard quand on parlera Ça, du c'est la méta ou quoi que ce soit, densité. parce que voilà, c'est des communes, c'est des bonnes communes ou rares, c'est des bons spots qui remplacent des spots qui étaient moins bons avant. Et voilà. Par contre, on a les deux cartes qui sont Premeditate, une générique, et Codex of Frailty, une carte Assassin Ranger. Alors Premeditate, c'est Oh, le une non-attack codex, action. ban codex. Premeditate, Vas-y. c'est une non-attack action qui bloque à 2, qui coûte 0, qui est rouge, c'est une Majestic. Et elle dit, alors c'est une générique, mais en vrai c'est une carte Ranger, hein, nous sachons. Oui, 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 nous sachons très Euh, fort. Il y a Azalea dessus, donc bon. voilà, il y a Azalea dessus. La carte dit, la prochaine attaque que vous jouez de votre arsenal ce tour-ci a +3, donc déjà c'est très décent, surtout pour des héros qui vont forcément attaquer de l'arsenal ce tour-ci, comme, tiens, les Rangers. C'est Et, bizarre. euh, la deuxième ligne de texte, c'est la prochaine fois que vous avez une attaque qui touche ce tour-ci, vous créez un Ponder Token. Euh, alors Est-ce que pourquoi le c'est pas Ponder ce que Token? Plunder Run aurait dû être dès le départ? C'est un débat un peu parallèle, mais c'est pas impossible en vrai. C'est pas En vrai, impossible. je trouve que les cartes se Déjà, ressemblent. Plunder Run Enfin, aurait pas dû être en x9, ouais, oui, alors déjà. déjà, c'est vrai. Mais mécaniquement, je trouve que les cartes se ressemblent parce que Oui, vraiment, oui, genre, oui. c'est un boost pour 0 qui bloque à 2, qui est une non-attaque Ouais, générique. ouais, ouais. Elle booste un truc par rapport à l'arsenal. Bah alors Plunder Run, c'était quand il est joué de l'arsenal. Premeditate, Mm. c'est quand l'attaque vient de l'arsenal. Et les deux ont en effet qui fait plus ou moins piocher une carte. Je pense que Plunder Run est overall plus fort. Oui, bien sûr. Et c'est là aussi, moi, je trouve qu'on voit que c'est fait de manière relativement intelligente parce que là, Premeditate, en tout cas pour les Rangers, on est en mode c'est une trop bonne carte. Et je pense que c'est le cas. Mais elle est, pour moi, pas au niveau de Plunder Run. Oh, bah, Ou en tout ouais. cas, pour moins de héros. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'ils sont capables de print des bonnes cartes, d'aller dans la bonne direction, mais sans faire genre juste du power creep débile. Et Mhm. ça, c'est plutôt cool. Alors, juste rapidement, avant de parler du codex, qui va être le vrai gros débat, je pense, de cette partie de la vidéo. Pourquoi Premeditate c'est considéré comme une excellente carte, notamment pour Azalea? Parce qu'en fait, Azalea, dans ses play patterns, comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo de focus sur le héros, elle aime beaucoup finir avec une carte en arsenal, puisque on aime beaucoup commencer notre tour par activer l'effet de Skullbone, révéler la carte de notre arsenal, opt une carte, prendre de l'information. Est-ce qu'on peut Azalea la carte du dessus de notre deck? Est-ce qu'on a envie de la piocher avec Death Dealer, etc. Du coup, avoir ce opt un peu garanti en fait au début du tour, avec une carte que souvent on pourra jouer de l'arsenal ou virer avec Azalea de toute façon, c'est très pertinent. Là où le ponder est très pertinent, c'est que du coup, si on estime que notre attaque va probablement toucher, si elle touche pas, c'est que l'adversaire aura probablement utilisé beaucoup de sa main, donc c'est pas grave si on n'a pas d'arsenal parce qu'on va pas devoir bloquer. Donc en fait, on va maintenir la tempo. Mais si on a ce ponder token, en fait, ça nous permet de jouer entre guillemets la dernière carte de notre main, par exemple un boost, pour faire une attaque encore meilleure, puisque cette carte, on n'a pas besoin de la garder pour arsenal, puisque le ponder token va nous en redonner un. Mhm. Et du coup, dans ce cas-là, en fait,
c'est effectivement comme si on jouait Plunder Run qui nous piocherait une carte, puisqu'on utiliserait la carte de la même manière. Mhm. Et Plunder Run, on sait tous que c'est une carte qui est excellente et elle est bannie en CC pour une raison. Et du coup, vraiment, le ponder de Premeditate, pour Azalea en tout cas spécifiquement et dans ses play patterns, ça s'inscrit super bien et c'est vraiment très 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 bon. Maintenant, la deuxième carte, et je vais te laisser nous en parler Bah, plus je vais la deep lire sur, déjà. voilà, sur le texte déjà, c'est Codex of Frailty. Alors, les codex, il y en a 3 différents. Les 3 sont jaunes, les 3 coûtent 0, les 3 bloquent 2. Les 3 sont des cartes biclass Assassin Ranger. Chacun Les de trois ces sont bons. codex, les 3 sont bons, mais le Frailty, ça semble Et être le broken. meilleur des 3. Les 3 en fait vont pousser les deux joueurs à mettre une carte de quelque part dans son arsenal. Le joueur qui joue le codex va créer un ponder token et l'adversaire va prendre le jeton qui est associé au codex. Donc le Codex of Frailty fait un Frailty token sous le contrôle de l'adversaire. Bloodrot, il fait un Bloodrot Pox token, enfin vous avez Hmm. compris. Et alors, la différence entre les 3 codex réside dans le jeton qui crée, mais aussi dans l'endroit d'où vient la carte qui est mise en arsenal. Et alors le Codex of Frailty, il dit chaque héros met une attack action card depuis son cimetière face cachée dans son arsenal. Chaque héros qui le fait défausse une carte. Vous créez un Ponder token et votre adversaire prend un Frailty token, Go Again. Et alors, bah, je pense que Croissant va détailler, hein, mais ce qui est formidable avec cette carte, c'est que, bah, en fait, si vous n'avez pas de carte en main, bah, en fait, c'est gratuit de mettre une carte dans son arsenal. Vous allez forcément faire un Ponder. Vous allez très probablement pouvoir jouer la carte que vous avez mis dans votre arsenal. Ça fait des dingueries. Mais, euh, mais ce qui est très impressionnant avec la carte surtout, et c'est de ce que j'ai entendu pour le moment, parce que je ne l'ai pas encore affronté, j'ai hâte de l'affronter d'ailleurs pour voir à quel point c'est fort, c'est que c'est une carte qui autorise le fait de bloquer avec 3 cartes de sa main, jouer Codex of Frailty, et en fait faire un tour qui fait des trucs, alors que vous avez bloqué avec 3 cartes de votre main. Ce qui normalement quand on joue Ranger, jamais de la vie ça existe en fait. Quand tu joues Hmm. Ranger, t'es obligé de mettre une carte dans ton arsenal, t'es obligé de pitcher pour activer ton arc, machin et tout. Et là, c'est une carte qui dit non, je m'en fous en fait, je vais faire des bizarreries, mais pas besoin du reste de ma main. Et c'est ça qui est fort. Et ça fait de la value aussi. Ouais, alors en fait, en termes mathématiques, j'ai ni affronté la carte ni joué avec, mais les grands joueurs de Ranger qui ont fait des résultats ce week-end l'ont détaillé après moult parties où elle a été jouée pour et contre eux. Et les maths de la carte, vous savez qu'on aime beaucoup parler de maths sur ce channel, mais aussi de manière générale dans le jeu depuis les révolutions de Michael Hamilton sur le deck building. Codex of Reality, tout seul, c'est souvent entre 8 et 12 points de value pour la carte. Ce qui est Ça fait beaucoup quand même, hein. affolant de puissance. Pourquoi c'est encore plus fort que ça? Parce que, comme on en parlait hier notamment, Hugo, il y en a d'autres des cartes qui font une value proche, voire même supérieure à ça. Chad Elmount Heroic, ça peut être le cas d'Embrayar, Art of War dans Faille, Aether Wildfire dans Cano, qui fait souvent littéralement du 18 voire 36 de value selon comment tu les comptes et tout. Enfin bref, qui fait un OTK quoi. Donc t'as des cartes qui font potentiellement plus de value. Ça existe. Et ces cartes-là n'ont pas été bannes, ont des fois été jugées comme peut-être bannables, comme peut-être broken, mais n'ont jamais été bannies par LSS. Alors pourquoi il y a des gens qui s'enquièrent de ban sur le Codex of Reality? Parce que la différence de Codex of Reality, comme tu le disais très bien, c'est que tu peux jouer ta main avant, ou avoir bloqué avec ta main avant, l'avoir en arsenal ou dans la main, le piocher sur Death Dealer, faire ce que tu veux, blablabli, blablablou. Tout ce qu'il faut, c'est un arsenal vide, pas de carte en main, et tu as 8 de value. Mm. Ou presque. Et en fait, une carte qui peut te générer autant de value toute seule, peu importe ton setup ou presque, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air extrêmement fort. Alors, maintenant, je parlais du fait que des gens ont appel à la ban. Il y a deux écoles. Il y a les gens qui disent qu'elle est trop broken, qu'elle fait trop de value, il faut la ban. Et il y a des gens qui disent, mais on est au jour 4 post-extension. Azalea n'a jamais été forte. Laissez-lui avoir une bonne carte. Il y a d'autres cartes comme Art of War qui n'ont jamais été bannies, qui sont tout aussi broken et tout ça. Et du coup,
moi, avant de te demander le tien, Pilipiu, je donne mon avis rapidement. Je pense que il ne faut pas ban la carte. Parce que je pense qu'effectivement, Azalea et de manière générale, les assassins et les rangers sont des classes qui, pour différentes raisons, ont besoin actuellement de ce genre de power card. Maintenant, le problème de mettre autant de power-up dans une classe, dans une seule carte, comme c'est le cas là, puisque comme on le disait, Azalea, certes, elle a gagné des bonnes flèches, des bons trucs, mais fondamentalement, c'est principalement le codex et le premeditate, et surtout le codex, qui lui font un énorme boost en power level, tout comme Lexi par exemple aussi. Et du coup, en fait, ça va créer des games qui vont être hyper variancés, parce que, par exemple, comme le disait Levi, dont on a parlé tout à l'heure, en round 4, il a joué, alors je sais plus le nom du joueur, mais c'était un joueur assez connu qui était sur Lexi. Et Levi a joué 3 Codex of Frailty dans la partie. Son adversaire en a joué un. Et le commentaire de Levi, c'était la game n'était absolument pas close. Et il a rien eu besoin de donner d'autre comme détail sur le reste de la game, sur les autres tours, sur comment ils se sont déroulés, sur le skill de son adversaire ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir joué 3 codex l'a tellement mis devant en value que son adversaire a pas pu jouer la game en fait. Et inversement, Levi a perdu une game dans ce même tournoi où il était extrêmement devant et où son adversaire a bloqué avec 3 cartes, joué un boost de son arsenal, fait un codex of reality, ramené un drill shot, généré genre, je crois que je sais plus si c'était 10 ou 12 points de value avec ces 2 cartes. Je crois que c'était 12 avec les 2 cartes. Et a repris toute la tempo, parce qu'avant, bah, il avait bloqué pour 8 points, quoi. Et... Et là, tu te dis, bah... Ouais, peut-être que la carte, C'est en fort. fait... Peut-être qu'elle n'est pas fondamentalement pour le jeu trop forte. Peut-être pas. Et effectivement, je suis pas sûr qu'elle soit trop forte pour le jeu. Elle est très forte, mais des cartes très fortes, je l'ai toujours dit, il en faut. Des decks très forts, il en faut. C'est comme ça qu'on a une méta et qu'un jeu compétitif peut exister. Mais moi, le bémol que j'ai un petit peu, c'est cet aspect où du coup ça peut créer des situations très variancées, surtout dans les miroirs de Ranger, où celui qui la pioche en premier peut juste gagner la game parce qu'il l'a avant et que ça génère trop de value, surtout dans ce match-up spécifiquement, où le Frailty Token a beaucoup d'impact aussi. Mmh. Bah, moi, j'ai toujours été contre le côté, armons-nous de fourches et de torches pour aller, Ouais. saccager, la carte qui vient de sortir et qui est absolument à bannir, à tout prix. Je pense que, ils ont déjà prouvé chez LSS, qu'ils avaient une réelle vision du jeu et Mm. une pertinence quand il s'agit de bannir, ou de gérer une méta et une banlist. Donc, s'ils n'ont pas fait d'annonce comme Duskblade où à 2 jours de la sortie, ils disent ah bah lol, en fait la carte est bannie parce qu'elle est trop forte, on l'avait mal testée. Ouais, je pense que ça va, hein. Après, j'ai un peu de mal aussi à en parler parce que bah, je l'ai pas affronté. Ouais, ouais. Je me suis pas rendu compte à quel point, Moi je genre, sais que c'était j'ai si fort beaucoup que lu ça. La des réalité aussi, discussions c'est sur que des. t'as besoin d'une tunique ou d'une ressource pour tirer la majorité des flèches que tu vas mettre dans ton arsenal avec le codex. Donc, Si c'est une en main fait, d'une carte, oui, mais tu peux, ouais, tu peux aussi garder une tu autre peux carte, bien genre sûr. pitcher pour des dealers ou avoir déjà un truc en arsenal, ou enfin genre pitcher pour des trucs. Il y a Hmm. plus de boosts Tu qui peux, coûtent tu un peux lui maintenant booter. Bien sûr, dans, tu peux lui dans les booter, listes. Il y a mais des trucs après. dans l'idée, ça n'est pas littéralement 8 de value. Genre, ça fait beaucoup de choses, et heureusement que ça fait beaucoup de choses. Mais j'ai, en fait, tu vois, en fait, j'ai hâte de l'affronter, d'en prendre genre 3 dans une partie, et de faire ah, c'est fort quand même! C'est bien ton affaire là, dis donc. Mm. Mais voilà. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Moi, j'ai Ah, juste envie de dire que il y a, pendant ce tournoi, il y a un joueur qui a fait top 8 avec Usuri. Et je trouve ça beaucoup trop stylé qu'un héros qui vient de sortir fasse déjà top 8. Voilà, si vous mm. voulez une liste d'Usuri, je vous invite à la regarder. Moi, je vais personnellement Ça les trouve l'essayer facilement sur et Fabri et ouais, tout ça, hein. clairement. Et partir de cette liste-là pour peut-être faire d'autres trucs, voir Mm. ce qu'on fait avec le héros et tout, mais elle me semble être un bon point de départ si vous avez Ouais. envie de jouer au héros. Moi, j'avais pas Voilà. du tout le même, enfin la même vision sur le héros, donc je testerai peut-être la liste, voir ça a l'air intéressant. Et puis j'ai la plupart des cartes. Mhm. Du coup, c'est assez cool. Mais ouais, en tout cas, c'était cool de voir deux Azalea en top 8.
D'ailleurs, Pour la blague aussi. En fait, ce qui est trop drôle, c'est vraiment la en blague. Genre, finale le héros même, était au fin fond des tier ouais. list. Et là, vraiment, genre, bah, il fait top 8. Enfin, il fait double D'ailleurs, finale d'un gros tournoi. Tu fais, waouh. sachez que c'est fort possible de croiser pas mal de miroirs d'Azalea dans les prochaines semaines parce que le héros va être hype. Ah ouais. Si c'est un héros qui vous intéresse, je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube de, je crois que c'était celle de Minmax Game, hein, de retrouver, normalement ça doit être en vidéo, enfin je suppose, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, si c'est pas le cas, désolé. Mais si vous pouvez essayer de retrouver la vidéo de la finale, parce que moi en plus j'ai pas vu le tout début, mais les tours suivants étaient hyper intéressants. Et en fait, faut savoir que Levi avait une IP2, euh, une Intellect Penalty 2 sur cette game, et qu'il a quand même été à rien de la gagner, parce qu'il a notamment whiff à un moment sur un blind d'Azalea, je crois qu'il a dû faire et tout. Et en fait, il avait une IP2 pour une erreur sur la game d'avant, qui n'a été catch que plus tard, malheureusement, et qui, selon ses dires, lui aurait probablement coûté la game d'ailleurs. Après, il était contre un de ses teammates, c'était le Usuri et tout, enfin voilà, il n'y a pas de problème et aucune suspicion de triche ou quoi. Les deux joueurs l'ont pas vu, les judges non plus, ça a été catch après. Et du coup, il a eu une IP2 sur la game suivante. Et il a quand même failli la gagner, ce qui est assez impressionnant pour sa maîtrise du pack quand même. Et du coup, Mhm. voilà, je vous recommande la game parce elle était vraiment très sympa. Il y a du gros skill. Et Azalea, c'est pas forcément un perso facile à prendre en main au début. Avec tous les opts, tous les swaps avec Azalea qu'on peut faire, la pioche de Death Dealer et tout ça. Il y a beaucoup de choix. Moi, c'est ce qui fait que j'adore le héros. Mais du coup, n'hésitez pas à regarder le maximum de contenu que vous pouvez, surtout celui de Levi. Ce sera toujours de bonne qualité si ça parle d'Azalea. Mhm. Parfait. Mais sur ce, on va pouvoir passer à mon deck. Voilà. Oui, Je vais vous parler des cartes que j'ai mises ensemble. Du coup, à la régie, ouais, le deck, trop fort. Du coup, comme la semaine dernière, pas comme la semaine dernière, mais comme les semaines précédentes, je vais vous présenter une version que je considère améliorée des decks préconstruits proposés par LSS avec History Pack 1. Et cette semaine, je m'attaque à Reinhardt. Du coup, Ouga Bouga. Reinhardt, Ouga Ouga Bouga Mi Bouga. Reinhardt, c'est le premier héros brut. Il y a deux mécaniques qui sont très Et le importantes dernier, avec le non? héros. Non, c'est pas- Alors, techniquement, il y en a deux autres, mais c'est plus des blagues que Ah, de ah vrais bon? héros. Donc, ah, coup dur pour les fans Aïe, de. aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et autant il y a peut-être une commu qui aime Lévia, autant il y a vraiment personne qui aime Caillot. Euh, Ouais, j'avoue c'est que Kaio. au secours. Mais du coup, Reinhardt, comme c'est une brute, bah, du coup, il a des mécaniques de brute. Donc, il veut que toutes ses attaques, elles tapent super fort. Il veut les défausser au pif, parce que bouga bouga. Et quand il fait ça, bah, c'est tellement impressionnant que il vous intimide et qu'il enlève des cartes de votre main. Du coup, tout le pack tourne autour d'un bon équilibre de, d'entre des attaques assist, des boosts avec Intimidate, en gros, ça tape fort. Euh, Reinhardt, je me suis rendu compte en le boubouitant que c'était un deck qui était assez sensible à ses Majestics, notamment et surtout Blood Rush Below, qui est vraiment une carte clé des brutes. Du coup, faire sans ces cartes, bah, c'est pas compliqué, mais juste ça modifie un petit peu la mécanique du pack. Là où Blood Rush Below vous aurait permis de faire plusieurs attaques dans le même tour, cette version du deck est un petit peu moins, fait un petit peu moins des dingueries, et va plus vouloir en faire une très grosse que plusieurs un petit peu moins fortes. Du coup, beaucoup de cartes. En fait, s'il y a trois cartes dont il y a l'arc-en-ciel, c'est pour de bonnes raisons, parce que c'est des cartes qui ont des stats qui sont toujours bien. Euh, Barraging Beatdown, la carte bloque à 3, elle intimide quand vous la jouez, et plus vous en jouez, plus elle booste l'attaque que vous allez faire après. Les pulp, c'est pas les pulping, c'est les pack hunt et Smash Instinct, c'est à peu près la même carte. C'est pas exactement les mêmes stats, mais finalement ça se rejoint. Les deux, sans condition, tapent assez fort et intimident. Donc en fait, elles feront toujours ce que vous voulez faire avec le deck.
Donc c'est avec ça que vous allez gagner. En gros, c'est en intimidant votre adversaire. Vous avez quelques cartes qui défaussent quand même, mais comme il est assez difficile en fait d'assurer la densité d'attaque à 6 quand on n'a pas le droit au Majestic, du coup ça se base un petit peu moins sur le fait de défausser des attaques spécifiques que sur le fait d'intimider quoi qu'il arrive. La seule légendaire du deck, comme j'ai fait pour les fois précédentes, c'est les Scapskin Lasers, qui sont les bottines de brut, qui sont les croûtes de cuir qui ont été imprimées sur HP1 et donc sont assez accessibles en ce moment. C'est comme pour les autres, une cinquantaine d'euros la légendaire, qui ont l'avantage de bien bloquer et parfois vous permettront de faire des dingueries avec plusieurs points d'action. Mais bon, la réalité, c'est que le deck fonctionne sans cette mécanique. Donc si vous voulez l'utiliser, c'est que vous n'avez pas froid aux yeux. Mhm. Voilà, j'ai ajusté un petit peu les équipements comme d'habitude pour avoir un set de nulle rune pertinent et un set d'équipements physiques correct. J'ai mis les Mandible Claw en armes, mais il est absolument pas déconnant de jouer Romping Club. Le souci que j'ai avec Romping Club, c'est que la carte a besoin de voir une carte défaussée, donc ça signifie qu'il faut que vous ayez fait une action qui vous permette de vous défausser et qui est Go Again. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent de faire ça si vous n'avez pas le Blood Rush Below. Parce qu'il y a une ou deux non-attaques qui font ça, mais elles sont assez mauvaises. Et le souci, c'est que les cartes comme Wild Ride, qui pourraient obtenir Go Again si vous défaussez une 6 ou plus, difficile de les assurer quand la densité du deck ne me semble pas, pour le moment, être du côté des attaques à Mhm. 6. Voilà. Mais je pense que la version améliorée encore plus du pack est une version qui pourrait jouer Romping Club. Mais je pense que c'était un plan de jeu un peu différent. Mandible Claw, de toute Non. manière, c'est un peu les armes de prédilection des brutes en ce moment, Mhm. tant qu'elles joueront beaucoup avec Blood Rage Below. Un Voilà. tout petit truc à dire là-dessus, enfin deux en vrai. Le premier, c'est Romping Club, c'est pas forcément grave quand vous le jouez si vous n'avez pas de discard avant. Souvent, quand c'est joué, c'est juste pour appliquer un plan de jeu plus mid-range Ouais, qui c'est va la du coup value, être bien moins sûr. agressif que la liste que vous présente là, PDPU, mais qui va plus effectivement être autour de la value, qui va jouer un petit peu avec des pummels et qui souvent, par contre, jouera pour optimiser le compteur de tunique et jouer des attaques à deux avec un pummel sur des mains de trois cartes grâce au compteur de tunique et qui du coup est une version beaucoup moins budget si vous voulez Ouais, qui joue de la qu'elle tunique, soit quoi. vraiment, vraiment efficace. L'autre truc, c'est que je sais pas si tu en parles dans la slide d'après, mais en vrai, actuellement, les Scalpskin Laser ne sont même pas forcément les bots préférés de Reinhardt en Blitz, ce qui en fait une option encore plus budget que prévu et encore Hmm. mieux Bah, j'ai applicable si ça hésité en vous vrai. intéresse, puisque c'est les Beaten Trackers Les, qui sont ouais, les les bots de beaten Dina. trackers. Bah, au début, je comptais Et les elles sont mettre. très 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 bonnes parce qu'elles bloquent à 1 et ensuite elles peuvent se bannir quand vous défaussez une carte à 6 ou plus pour vous Ouais. donner un point d'action. Donc il y a Donc en une fait, utilisation une elles seule font ce fois, qu'offrait Scapskin quand t'as envie que ça le fasse, en fait. C'est c'est ça qui est ça, bien. et sans prendre le risque de rater le dé. Alors elles bloquent 2 de Ouais. moins au départ, bien sûr, mais vous avez une plus grande certitude et un plus grand contrôle sur ce que vous faites avec. Et souvent, le faire une fois est largement suffisant pour une game de Blitz, Ouais, surtout bien sûr. avec un personnage comme Reinhardt où vous allez souvent, quand vous Mais le faites, un peu j'avoue que, exploser et faire un énorme tour. ouais, j'avoue que comme cette version du deck tournait moins autour du fait de défausser des cartes qu'autour du fait de jouer juste des grosses patates, genre pack hunt et tout, sans forcément défausser. Du coup, je me suis dit que Scapskin était l'occasion de choper une petite légendaire pour la classe. Ah Mais oui, oui, Beaten non Trackers, mais c'est très très bien. Mais c'est une autre version du pack, qui à mon avis fonctionne très bien aussi, mais juste un petit peu différente. après, si Du coup, vous en vrai, aimez bien, Reinhardt, de toute façon, enfin, et Brut de manière générale, ouais, les les Scapskin, Scalpskin c'est Laser très bien. sont un excellent équipement, ne serait-ce que parce que ça bloque à 2 puis à 1. On ne le Mhm. répétera jamais assez. Et vu le prix de toutes ces légendaires de HP1, comme le rappelait PDPU en ce moment, c'est vraiment pas un mauvais moment pour les pick-up, parce qu'il y a peu Clairement. de chances que ça descende encore plus. Voilà. Et Et il y a du des coup, chances que ça remonte. c'est vrai. On va pouvoir passer aux cartes que je propose pour améliorer le deck. Du coup, comme d'habitude, La Crown of Crown. Providence. Et cette fois-ci, j'ai aussi ajouté la tunique. Parce que Reinhardt est un héros qui adore la tunique. Avoir une petite ressource de plus, en fait, c'est vachement bien.
Donc voilà. Ce qui est un peu frustrant avec Reinhardt, c'est que comme c'est un héros qui aime beaucoup les attaques qui tapent à 6, du coup, Command and Conquer fait partie des très 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 bonnes cartes que je vous invite à acquérir pour jouer Reinhardt. Mais ça n'est pas la carte la plus importante. Pour moi, la carte la plus importante, s'il y a bien une Majestic qu'il faut pick up avant toutes les autres, c'est Blood Rush Below. Parce que Blood Rush Below, c'est une stratégie pour le deck à elle toute seule. Euh, Si vous observez les listes de Reinhardt qui ont perfait en construit ou en blitz, certaines tournent beaucoup autour de Blood Rush Below, d'autres un petit peu moins. Vous en avez aussi qui ne tournent pas autour de Blood Rush Below. Mais dans tous les cas, Blood Rush Below fait partie du deck. Parce que la carte, elle est quasiment toujours bonne. Que ce soit pour pitcher, que ce soit quand elle est jouée, que ce soit pour bloquer, elle a quasiment aucun défaut pour le deck. Donc, s'il y a bien une Majestic que je vous inviterai à acheter, c'est celle-ci. Surtout parce qu'elle est incroyable avec Mandible Claw. Et ensuite, les Majestics que je vous conseille d'acquérir assez vite sont Beast Within et Swing Big, qui sont de très 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 bonnes cartes pour le deck parce qu'elles ont des bonnes stats, très offensives souvent. En fait, elles ont un équilibre qui va améliorer la qualité moyenne du deck dont vous auriez besoin. Pareil pour Skullcrack. J'avoue que Skullcrack, c'est une carte qui est plus récente, du coup j'ai un peu moins de recul dessus, mais j'ai aucun doute sur le fait que la carte soit très bien dans le pack. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, n'hésitez pas. Et après, en vrai, j'ai mis Amnesia, Erase Face. J'aurais aussi pu mettre Humble. J'aurais même pu mettre Vrai Cavoc, sorti récemment. De manière générale, considérez qu'une attaque à 6 pour le deck est envisageable. À partir du moment où ça tape à 6, de toute manière, ça ne vous gênera pas trop, puisque vous comptez de toute manière avoir les ressources pour pouvoir la jouer, et si vous la déposez, elle sera bien. Le souci de Erase Face et d'Amnesia, c'est comme elles bloquent à 2, elles seront un petit peu moins pertinentes. Autre M dont je vais pas parler, Massacre. Pareil, c'est pas une carte incroyable en soi, mais son existence améliore la densité de bonnes cartes que vous voudriez défausser ou jouer avec le héros, et donc ça remplacera aisément une attaque à 6 un peu moyenne. Voilà. Comme d'habitude en side, j'ai mis l'Arcanite Skullcap parce que Chrono of Providence c'est cher. Et j'ai aussi mis quelques petits équipements de Brut. Si vous vous intéressez à Brut, qui est un héros qui est très très sympa à jouer. Ce qui est assez bien, c'est que ça n'est pas si cher que ça. C'est un peu comme Dash, en fait, dans le sens où, à l'exception de quelques staples génériques que vous auriez joué dans d'autres decks, en fait, les cartes de Brut coûtent pas très cher, sont un peu toutes dans la même veine, et en fait, vous faites assez vite un deck avec que des cartes de Brut, parce qu'en fait, les cartes de Brut marchent bien avec les Bruts. Donc, prendrais pas trop de risques à avoir des cartes de brut pour jouer le héros. Voilà. Je sais pas si mon cercle croissant, tu as un truc à ajouter, une carte que j'aurais oublié. Non, non, ça me paraît très bien. Effectivement, dès que vous avez pick up les Blood Rush Below, en vrai, vous avez déjà un deck qui fonctionne avec Ouais. des équipements génériques qui sont, enfin des équipements communs, pardon, qui sont très bons. Parce que Goliath Gauntlet, Beaten Tracker, comme on le disait, le Torse limite aussi, je sais plus comment il s'appelle là, le C'est plastron. Barkbone Strapping, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. C'est autant d'équipements qui sont des équipements qui sont limite joués dans les decks compétitifs de Reinhardt en Blitz. Mhm. Euh, et pour les cartes, il y a beaucoup de communes qu'on retrouve qui sont juste des bonnes cartes. Comme tu disais, les Pulping, les Wild Ride, tout ce genre de cartes, c'est des cartes qui sont juste très Ils sont bonnes bien parce qu'elles font ce que le efficaces. héros veut faire. Mhm. Et en vrai, il y a effectivement peut-être les CNC, éventuellement dans certaines listes, des Enlightened Mais même, Strikes, ce genre de cartes. même eux, je les considérerais un petit peu anecdotiques. Ils Mais amélioreront même eux, voilà, le deck, mais en vrai, c'est pas ceux-là que je privilégierais en premier. Alors c'est que ça. Blue Red Below, si vous pouvez, voilà. C'est ça. Blue En fait, Red- c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est des cartes comme Blood Rush Below et comme Alpha Rampage qui sont le cœur du deck et Mhm. qui vont vraiment vous donner les win conditions et la stratégie du deck. Que ce soit pour un deck comme ça, relativement budget, ou pour une version compétitive à plein pouvoir. Et c'est clairement pas les cartes qui coûtent le plus cher. Et du coup, Clairement. effectivement, vous allez peut-être perdre un tout petit peu en densité de cartes à 6 et de bonnes cartes à 6, donc perdre un peu en consistance,
ou perdre un peu en qualité de tour par tour, parce que vous aurez un bloc 2 à la place d'un bloc 3 ou quelque chose comme ça, si vous achetez pas toutes les cartes telles CNC, etc. Mais votre deck va coûter 200 € de moins. Et en termes comment dire, de sensation de jeu, de plaisir et tout, il sera tout aussi efficace. Mhm. Et c'est ça qui est vraiment cool avec le héros et la classe aussi, je trouve. Voilà. Et sur ce, on va pouvoir passer au point règle. Oui, c'est le retour de la chronique du point règle. Je vous avais dit que je manquais un petit peu d'inspiration et que je cherchais deux, trois trucs pour retrouver un peu de choses à dire et tout ça. Et puis aussi que j'attendais un peu, parce que j'avais quelques idées pour Outsiders, mais on attendait la sortie officielle pour pas trop prendre le risque de spoil, etc. Et du coup là, je vais juste faire un petit point parce que bah, déjà moi-même je me suis trompé dans l'interaction et j'ai perdu une game en limité ce week-end Mhm. contre Night Mhm. Crash à cause de ça. Et parce que j'ai vu plein de gens aussi faire l'erreur ou se demander et pas être sûr. Et du coup, je vais juste faire un petit rappel sur comment fonctionnent les effets de prévention de manière générale, selon leur wording. Alors déjà, la première chose qu'il faut différencier, on n'en a pas là, mais c'est pas très grave à l'écran, il y a des cartes qui sont des instants, comme Oasis Respite, ou des défenses réactions comme la capacité d'Oldim par exemple, mais qui sont des cartes qu'il faut jouer et qui auront un effet de prévention si la condition est appliquée en décalé. D'accord. Mais il faut avoir joué la carte avant de prendre les dégâts et résolu la carte évidemment. Ce qui est important parce que si par exemple vous faites, je sais pas, un Oasis Respite ou que vous activez un effet de prévention en instant qui dirait les prochains dégâts que vous devriez prendre sont annulés et que l'adversaire vous remet des dégâts par-dessus ça avant que ce soit résolu par exemple, si c'est un sorcier notamment, les dégâts ne pourront pas être prévenus parce que votre carte ne sera pas encore résolue. À ceci, on oppose les effets comme l'Arcane Barrière par exemple ou Quell, qui sont des effets de remplacement également, mais qui du coup s'appliquent vraiment au moment où on prend les dégâts. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des dégâts, l'effet de remplacement peut venir transformer une certaine quantité de ces dégâts contre un coût en général d'une ressource par dégâts et prévenir ces dégâts et les remplacer par un événement qui est de ne pas prendre de dégâts. Et dans ces cas-là, on n'a pas besoin de le faire en amont de ce qui se passe, on le fait vraiment au moment où on résout l'événement de prendre des dégâts. Donc ça, c'était le premier point un peu plus général. Et là, du coup, je voulais aussi revenir sur le wording de certaines cartes, et on va utiliser Oldim un peu comme point de repère pour ce qui pouvait exister avant. Et on va parler de Peace of Mind et de Brush Off, qui sont deux nouvelles cartes d'Outsiders qui ont un effet de prévention de dégâts, qui sont assez intéressantes et qui verront peut-être du jeu non seulement en limité, mais aussi en construit. Et du coup, je pense que c'est assez intéressant de savoir comment elles fonctionnent. Alors du coup, pour rappel, la capacité d'Oldim, c'est une défense-réaction que vous pouvez utiliser une fois par tour, qui coûte 3 ressources. Et la partie qui va nous intéresser, c'est si vous pitchez une carte qui est une carte Earth pour le coût de cette défense-réaction, vous pouvez prévenir les 2 prochains dégâts qui devraient être infligés à votre héros ce tour. Du coup, ça, ce qui est important, c'est que on se fiche, de la nature des dégâts, ça peut être des dégâts d'arcane, ça peut être des dégâts qui n'ont tout court, comme les dégâts infligés par Flick Knives par exemple. Ça peut être également des dégâts physiques, ça peut être tout ce qu'on veut. L'autre point important également, c'est qu'on crée 2 points de prévention. Si par exemple on a un événement qui devrait nous infliger un dégât, on va consommer un des points de prévention, ne pas prendre le dégât, et il nous restera toujours un point de prévention par la suite. Puisque Oldim dit bien les 2 prochains dégâts, sans préciser autre chose. Donc les 2 prochains dégâts, c'est bien les 2 prochains, et pas la prochaine fois qu'on devrait prendre de dégâts ou machin. C'est bien, on a pris un dégât, on l'a enlevé, il nous en reste un à pouvoir prévenir. On passe maintenant au deuxième exemple, qui est Peace of Mind. Peace of Mind qui dit, la prochaine fois que vous devriez subir des dégâts physiques, vous prévenez 4 de ces dégâts. Alors là, le wording est un petit peu différent parce que du coup, ça fait référence à un événement de prendre des dégâts. Donc si vous devez prendre des dégâts physiques, l'effet de remplacement de Peace of Mind va se déclencher et va tenter de prévenir ces dégâts, ou en tout cas une partie de ces dégâts.
Pourquoi c'est important que le wording soit différent? Parce que cette fois-ci, si vous prenez un dégât physique, Peace of Mind va prévenir 4 de ces dégâts, du coup prévenir la totalité, puisque 1 c'est moins que 4, mais vous n'allez pas garder 3 points de prévention pour les dégâts suivants. Vous allez consommer l'intégralité de votre effet de prévention, même s'il ne prévient pas 4 dégâts, et vous n'allez pas les garder. Pareil, si vous deviez prendre par exemple 6 dégâts, vous allez en prévenir 4 et en prendre quand même 2. Et c'est là notamment l'importance par rapport à la différence avec Brush Off, qui est notre dernier exemple, qui a comme effet, la prochaine fois que vous devriez subir 3 dégâts ou moins, vous les prévenez. Et alors là, ce qui est important du coup pour Brush Off, c'est que, comme pour Peace of Mind, si vous devez prendre un seul dégât, vous consommez quand même, entre guillemets, les 3 points de prévention de Brush Off, et vous ne gardez pas 2 points pour plus tard. Mais par contre, par rapport à Peace of Mind, ce qui est important, c'est que certes, ça peut cibler n'importe quel type de dégâts, donc ça peut être intéressant, mais si vous devriez subir 4 dégâts, vous n'allez pas en prévenir 3 et en prendre 1, vous n'allez en prévenir 0. Et vous prendrez 4 dégâts. Puisque ça dit bien la prochaine fois que vous devriez subir 3 dégâts ou moins. Donc si l'événement n'est pas de prendre 3 dégâts ou moins, l'effet de remplacement ne voit pas sa condition appliquée, donc ne va pas se déclencher. Important à noter, du coup, si vous devriez prendre 4 dégâts, Brush Off ne va pas se déclencher, vous allez prendre 4 dégâts. Mais si par contre, après, vous devez à nouveau plus tard dans le tour prendre 3 dégâts ou moins, l'effet de Brush Off sera toujours là, et là, il pourra se déclencher. Il ne sera pas totalement perdu non plus. Dernier petit point sur pourquoi c'est important aussi Brush Off, c'est que ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite par exemple. Si on vous attaque à 3, dans votre main, vous avez un Brush Off jaune et un Brush Off rouge, donc vous vous dites « Ah, je peux prévenir 5 dégâts, super !» Je vais anticiper une réaction de mon adversaire qui va donner plus 3 à sa carte. Pardon. Et du coup, je vais bloquer avec un équipement pour 1. Ensuite, super, mon adversaire dit pas de réaction, parce que lui, il n'a pas besoin de casser sa réaction si je vais prendre des dégâts de toute façon. Donc là, je fais mon Brush Off jaune. Alors pour l'instant, ça marcherait, puisque si on passait au calcul des dégâts maintenant, l'attaque à 3 moins 1 de bloc, je devrais subir 2 dégâts. Donc si je dois subir 2 dégâts au moins, ils sont prévenus, super. Maintenant, mon adversaire décide de jouer une réaction d'attaque. Son attaque passe maintenant à 6. Moi, comme un débile, je décide de jouer Brush Off en réponse. Et là, je me dis trop bien, je prends pas de dégâts. Et là, mon adversaire, qui s'était déjà fait avoir sur l'AP du week-end d'avant, me fait reconnaître que, en fait, ça marche pas comme ça. Puisque du coup, quand on résout tout ça, l'attaque est à 6, je bloque à 1. Je devrais prendre 5 points de dégâts. Ok ? Et même si j'ai un truc qui dit, si vous deviez prendre 3, préviens-les. Et si vous deviez prendre 2, préviens-les. Bah, le problème, c'est que ces 2 effets de prévention ne se déclencheront pas, puisque aucun des 2 ne va voir leurs conditions être appliquées, puisque je ne devrais pas prendre 3 dégâts ou 2 dégâts, et surtout, je ne devrais pas prendre 3 dégâts que je peux annuler, puis 2 dégâts que je peux annuler, mais je devrais bien prendre 5 dégâts d'un coup. Voilà. Et du coup, j'en profite pour ajouter un élément qui est assez intéressant avec Brush Off. Lorsque vous avez joué Brush Off et que s'additionnent à Brush Off d'autres effets de prévention. Le meilleur exemple, c'est par exemple, votre adversaire vous attaque avec une source de dégâts d'arcane qui devrait vous infliger 4 points de dégâts. Vous avez Arcane Barrière 1 et vous jouez un Brush Off rouge. Au moment où les dégâts vous seraient infligés et où du coup le jeu va vérifier s'il n'y a pas des effets de remplacement qui s'appliqueraient à cette source de dégâts, vous avez la possibilité de les mettre dans l'ordre de votre choix, et donc d'abord de payer Arcane Barrière 1, pour ensuite voir le Brush Off se résoudre correctement, et voir, ah bah, tu devrais prendre 4 au départ, je me déclenchais pas, maintenant que tu as prévenu 1, tu devrais prendre que toi, du coup, vas-y, je bloque tous les dégâts. Et donc là, j'ai utilisé le cas où c'est 2 effets de prévention qui s'appliquent au même effet, mais ça permet de faire un peu des petits tricks avec Brush Off. L'autre truc qui est aussi important à noter, parce que c'est un cas que j'ai rencontré pendant une des avant-premières où on avait un doute, où les joueurs avaient un doute, c'est les dégâts que vous devriez prendre sont issus du calcul de la soustraction
de la défense que vous avez appliquée à une attaque physique par rapport à l'attaque physique. Je m'explique. Le raisonnement, c'était, j'avais un joueur qui se demandait si il est attaqué à 6, il bloque avec une carte de sa main pour 3, et il voudrait jouer Brush Off. Et la question c'était, est-ce que Brush Off va bloquer les 3 dégâts qu'il devrait prendre? Les deux joueurs n'étaient pas d'accord. Conclusion, oui, Brush Off aurait prévenu les 3 dégâts, parce que les dégâts qu'aurait pris le joueur, c'est pas 6 moins la défense, c'est l'attaque de la carte moins la défense, qui est égal à 3 points de dégâts. Et à ce moment-là, Brushov fait ah bah ouais, tu vas prendre 3 points de dégâts, donc je les préviens. Mm. Voilà, c'est une petite subtilité qui est liée vraiment juste au pur calcul des dommages, mais c'est important de se dire que avec Brushov, ce qui est clé, c'est vraiment à quel moment précis vous devriez prendre des dégâts et combien Mm. à ce moment-là. Yes. Voilà. Voilà. Et Comme bien, d'habitude, si vous avez des questions sur ce point de règle ou c'est vrai. sur d'autres, n'hésitez pas. J'essaye de répondre dès que je passe sur les épisodes dans les commentaires quand je vois des trucs. Si je ne les Mhm, vois pas parce que je ne vais pas regarder, Night Crash en général me les envoie et du coup je viens y répondre. Ou il mhm, répond direct s'il sait, parce que bah, il est quand même pas très bête, hein. Donc il y a beaucoup de points de règle où en fait, à force de jouer avec moi et qu'on discute et tout, bah, il connaît aussi. mhm. Et voilà, sinon, des derniers petits points avant qu'on parte, on espère que vous aimez bien la nouvelle DA. Oui, Pour ceux qui n'avaient on est pas passé forcément dans ce remarqué, voilà, on est au Pits, on n'est plus. Alors, en fait, on avait commencé avec des trucs de Tales of Aria alors qu'on était plutôt dans la saison d'Uprising, mais c'était en partie parce que c'était des références aux héros, notamment que Otal et moi aimions bien et tout ça. Mhm, Là maintenant, en fait, comme on va essayer de passer à chaque fois sur une saison par 7, en tout cas par 7 d'extension, on verra si les 7 supplémentaires subissent le même changement ou pas, ce sera dans le futur. Mais du coup, voilà, là on a un set qui se passe au Pit, Outsiders. Du coup, Night Crash a refait toute la DA, pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez le voir, du podcast. Et mhm. donc, on a des petits fonds qui sont hyper sympas. On a des petites images super cool et tout. Et ça fait plaisir parce que du coup, ça change un peu l'ambiance. Et bah, c'est comme ça aussi qu'on marque qu'on est en saison 2. Oui. Voilà. Et du coup, je vais conclure ce premier épisode de cette deuxième saison de Tour Zéro. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez nous poser des questions dans les commentaires sur notre Discord que vous pouvez rejoindre d'ailleurs. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Et merci de nous avoir écoutés. Yes. Et restez attentifs parce que c'est fort possible que il Il y a y des ait trucs. ce dimanche, après la sortie de cet épisode le matin, peut-être qu'il y aura un truc qui suivra pas très tardivement après. Mhm. Ah, si ça tease là, let's go. Allez, Clin d'œil, clin d'œil. Allez, salut à salut tous. à tous.